Harrison Sterling avait tout, une tour de 50 étages à Manhattan, une flotte privée de jets et un héritage valant 40 milliards de dollars. Mais à 23,50 $, un soir de réveillon de Noël enneigé, rien de tout cela n'importait. Son empire entier était enfermé à l'intérieur d'un coffre-fort vintage imprenable, conçu par un fou. Et la date limite pour l'ouvrir était minuit. 25 des esprits les plus brillants du monde, cryptographes, maîtres serruriers et ingénieurs thermiques avaient passé 10 heures à essayer de le craquer. Ils échouèrent tous. Alors que l'horloge décomptait jusqu'à la ruine d'une personne de rien, une serveuse avec des trous dans ses chaussures nommée Claire Herrera entra dans la pièce pour débarrasser les tasses à café. Elle n'avait pas un doctorat. Elle avait un plateau, et en 60 secondes, elle humilierait chaque génie dans la pièce. Voici la vraie histoire du coffre Sterling. L'air dans la bibliothèque du domaine Sterling était si épais de tension qu'il se sentait comme respirer à travers de la laine. Dehors, le blizzard battait le verre renforcé des fenêtres du penthouse, transformant l'horizon de New York en une tache floue de gris et blanc. À l'intérieur, le silence n'était brisé que par le tic-tac moqueur rythmique d'une horloge grand-père et la respiration lourde d'hommes vaincus. Harrison Sterling, le PDG de 32 ans de Sterling Heavy Industries, se tenait près de la cheminée. Il ne regardait pas le feu. Il regardait l'objet posé au centre de la table en acajou. Cela ne ressemblait pas à un coffre-fort. Cela ressemblait à une œuvre d'art abstrait, ou peut-être à un appareil de torture de l'époque victorienne. C'était une sphère de tungstène brossée mat, à peu près de la taille d'un ballon de basket, couverte d'anneaux concentriques rotatifs gravés de symboles qui précédaient l'Empire romain. Il n'y avait pas de serrure, pas de clavier numérique, pas de charnière. C'était la sphère d'obsidienne, un dernier puzzle laissé par son défunt père, l'inventeur excentrique et paranoïaque Archibald Sterling. À l'intérieur de cette sphère se trouvait une carte en platine microgravée contenant la clé cryptographique privée de la fiducie familiale Sterling. Sans cette clé d'ici 0,1 demain, 1er janvier, le contrôle de l'entreprise reviendrait automatiquement au conseil d'administration dirigé par l'oncle d'Harrison, un vautour nommé Elias, qui avait déjà rédigé les documents pour vendre l'entreprise par morceaux. Harrison vérifia sa montre, une Peck Phipe qui coûtait plus que les maisons de la plupart des gens. Elle indiquait 23h15. « Vous vous moquez de moi, » murmura Harrison, sa voix se brisant. Il se tourna vers la pièce. « Dites-moi qu'un de vous a quelque chose. N'importe quoi. » La pièce était peuplée d'une collection des intellectuels les plus chers du monde. Il y avait le docteur Frederick Voigt, un homme d'apparence chaotique avec des cheveux gris sauvages, qui était actuellement le chef du département de cryptographie appliquée du MIT. À côté de lui étaient assis des serruriers soigneusement taillés de Zurich, un spécialiste en dynamique thermique de la NASA et un casseur de coffre-fort qui était techniquement en liberté conditionnelle, mais avait été transporté par avion privé pour une somme de 200 000 $. Le docteur Voigt retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Il semblait épuisé. « Monsieur Sterling, nous avons exécuté tous les algorithmes connus de la mathématique moderne. Nous avons essayé la résonance sonique. Nous avons essayé la dilatation thermique. Les anneaux sur la sphère ne suivent pas une séquence de Fibonacci et ils ne s'alignent avec aucun tableau céleste. Cela crée un nouveau motif de verrouillage aléatoire à chaque fois que nous touchons un anneau. Ce n'est pas une serrure, c'est une impossibilité mathématique. C'est un presse-papier, grommela Bronson, le casseur de coffre-fort. C'était un homme grand avec des mains qui ressemblaient à des marteaux de forgeron, mais se déplaçaient comme des araignées. J'ai craqué des coffres à la Banque d'Angleterre. J'ai contourné des scanners biométriques avec un morceau de ruban adhésif. Cette chose morte, il n'y a pas de retour, pas de clic. C'est lisse comme du verre. Si nous la perçons, la couche d'acide à l'intérieur détruit le contenu. Vous nous l'avez dit vous-même. Harrison frappa sa main sur la cheminée, en voyant un gobelet en cristal s'écraser au sol.
Le son, il résonna comme un coup de feu. Je vous paie un total combiné de 4 millions de dollars pour cette nuit, rugit Harrison. Mon père était un ingénieur, pas un magicien. C'est une machine. Les machines, elles ont une logique. Trouvez-la. Les experts regardèrent leurs chaussures. Ils étaient les meilleurs du monde et ils étaient complètement perplexes. Ils avaient lancé les 8 dernières heures à discuter, tester et échouer. Le sol était jonché de papier froissé, d'ordinateurs portables exécutant des simulations de surchauffe et de tasses à expresso vides. La sphère d'obsidienne était là, froide et indifférente. Elle était conçue pour humilier l'arrogance. Archer L. Sterling avait toujours dit à son fils Harrison, « Tu te reposes trop sur le pouvoir. Tu te reposes trop sur la force. Un jour, tu devras apprendre à écouter. » Harrison n'avait pas écouté, et maintenant il était à 45 minutes de perdre son héritage. « Sortez, » dit Harrison, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Monsieur, » demanda le docteur Voigt, « j'ai dit, sortez, prenez 5 minutes, prenez l'air, prenez un café, je m'en fiche. Dégagez de ma vue pour que je ne vous renvoie pas tous en ce moment même. » Les experts n'eurent pas besoin de se le faire dire 2 fois. Ils sortirent de la bibliothèque en traînant les pieds, vaincus, se dirigeant vers la salle de restauration le long du couloir. Harrison resta seul avec la sphère. Il s'en approcha, fixant son propre reflet dans le métal terne. Il posa sa main sur la surface froide. « Vieil enfoiré », murmura Harrison au fantôme de son père. « Tu te moques de moi depuis l'enfer, n'est-ce pas? » Il avait besoin d'un miracle. Mais les miracles étaient rares à Wall Street. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la solution n'était pas dans la tête des doctorants quittant la pièce. Elle raclait actuellement des restes de pâté d'une assiette dans la cuisine. 3 étages plus bas dans la cuisine industrielle chaotique et pleine de vapeur du domaine Sterling. Clara Jenkins essayait de se rendre invisible. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée au cours des 3 dernières années. Quand vous avez 24 ans, que vous croulez sous les dettes médicales et que vous portez un uniforme en polyester qui sent le gras rance, l'invisibilité est un mécanisme de défense. Clara était une rôdeuse, le plus bas échelon de l'échelle de la restauration. Elle n'était pas autorisée à servir le vin, cela était réservé aux mannequins qu'ils embauchaient comme serveurs. Elle n'était pas autorisée à dresser des plats, cela était réservé aux sous-chefs. Clara était là pour débarrasser des tables, nettoyer les déversements frénétiques et transporter de lourds plateaux de vaisselle sale jusqu'à l'arrière-cuisine. Jenkins. Le cri vint de Henry, le gérant de la restauration. Henry était un homme petit et en sueur qui traitait le gala de Noël comme un déploiement militaire. Clara se figea, une pile de sauce en porcelaine équilibrée précairement dans ses bras. « Oui, chef. » « La bibliothèque, » aboya Henry, pointant un doigt en forme de saucisse vers l'ascenseur de service. « Les VIP prennent une pause. L'endroit est une porcherie. Tasses à café, serviettes, verres cassés. Allez nettoyer ça maintenant. Et ne croisez pas le regard de M. Sterling. S'il vous regarde, vous regardez le sol. Il est d'une humeur qui pourrait décaper la peinture. Je pensais que la bibliothèque était restreinte, dit Clara, sa voix basse. Elle ajusta ses lunettes. Elles étaient scotchées à la charnière, une solution temporaire qui avait duré 6 mois, car une nouvelle paire coûtait 200 $ qu'elle n'avait pas. Les experts sont sortis. Vous avez 10 minutes avant qu'ils ne retournent échouer à nouveau. Allez, bougez. Clara hocha la tête et se dépêcha vers l'ascenseur. Ses pieds lui faisaient mal. Elle portait des ballerines noires bon marché d'un magasin discount. Et les semelles étaient si fines qu'elle pouvait sentir la texture des coraux du sol. Chaque pas était un rappel du solde de son compte bancaire, 428 $. Elle avait besoin de ce service. La paye de vacances était en double temps. C'était la seule façon pour elle de payer les médicaments de dialyse de sa mère la semaine prochaine. Sa mère, Martha, était professeure de musique avant que la maladie ne lui enlève son énergie. Maintenant, Clara portait le poids de leurs 2 vies. L'ascenseur de service ronronna doucement.
Un contraste frappant avec l'ascenseur à secousses de son immeuble à Queens. Alors que les portes s'ouvraient à l'étage du penthouse, le bruit de la cuisine s'estompa, remplacé par le silence feutré et coûteux du monde d'élite. Clara poussa son chariot chargé d'urnes à café fraîche et de bacs de service vides le long du couloir. Elle vit le groupe d'hommes, les experts, debout près du balcon, discutant bruyamment d'algorithmes et de rapports de conversation. Ils ne la virent même pas. Elle n'était que du personnel, un meuble qui bougeait. Elle atteignit les massives portes en chêne de la bibliothèque et en ouvrit une doucement. La pièce était faiblement éclairée. Suis-moi sur ma maman. Éclairée principalement par les braises mourantes de la cheminée et la dure lumière blanche d'une lampe halogène portative dirigée vers la table. Clara entra, les roues de son chariot grinçant légèrement sur le tapis persane. Elle grimaça au bruit. Harrison Sterling se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers elle. Ses épaules étaient voûtées, sa posture rayonnait la défaite. Clara ne dit pas un mot. Elle se dirigea rapidement vers la longue table de conférence, ses mains se déplaçant avec une efficacité pratique. Elle commença à empiler les tasses à expresso abandonnées et à ramasser les boules de papier froissé. Elle essaya de ne pas regarder l'objet au centre de la table, mais il était impossible de manquer la sphère. Elle était là comme un soleil sombre. Clara fit une pause, une serviette sale à la main. Elle sentit une étrange attraction magnétique vers elle. Ce n'était pas la valeur des matériaux qui attira son regard. C'était le mécanisme. Clara n'était pas juste une serveuse. Avant que les factures ne s'accumulent, avant que son père ne meure et que sa mère ne tombe malade, elle avait été étudiante, une étudiante en génie mécanique avec une bourse complète. Mais plus que cela, elle était la fille de Tobias Jenkins, un horloger qui tenait un petit atelier de réparation à Brooklyn. Elle avait passé son enfance entourée d'engrenages, de ressorts et d'échappements. Elle connaissait le langage du métal qui clique mieux que l'anglais. Elle regarda les anneaux sur la sphère. Elle vit les symboles chaotiques. Ce n'est pas le chaos, pensa-t-elle, son front se plissant. C'est une harmonie. Elle se pencha légèrement, oubliant ses ordres d'être invisible. Les experts avaient regardé les symboles comme des mathématiques. Clara les regarda comme de la musique. Elle vit les légères variations dans les écarts entre les anneaux. « Ne le touchez pas !» Une voix grave gronda. Clara sursauta, laissant presque tomber la cafetière qu'elle venait de prendre. Elle se retourna. Harrison Sterling s'était détourné de la fenêtre. Il avait l'air anéanti. Ses yeux étaient cernés de rouge, sa cravate défaite. Il ressemblait moins à un milliardaire et plus à un homme au bout du rouleau. « Je suis désolé, monsieur », balbutia Clara, serrant le plateau contre sa poitrine comme un bouclier. « Je nettoyais juste la table, les tasses. » « Nettoyez juste autour, » dit Harrison, agitant la main de façon dismissive. Il s'approcha et se versa un verre d'une carafe, sa main tremblant légèrement. « Vous ne pouvez pas le blesser. Les hommes les plus intelligents du monde ne peuvent même pas le rayer. » Clara aurait dû garder sa bouche fermée. Elle aurait dû finir de nettoyer, prendre ses $200 pour la nuit et rentrer chez elle à Queens. Mais elle était fatiguée. Elle était fatiguée d'être invisible. Et elle était fatiguée de voir des gens avec trop d'argent compliquer des choses qui étaient simples. Et il y avait quelque chose à propos de cette sphère. Cela lui rappelait les boîtes et puzzles que son père lui faisait pour ses anniversaires. « Ils essaient de le forcer, » dit Clara. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Harrison fit une pause, le verre à mi-chemin de sa bouche. Il se tourna lentement, la regardant pour la première fois. La regardant vraiment. Il vit le tablier effiloché, les lunettes scotchées, le chignon désordonné de cheveux bruns. « Excusez-moi, » demanda-t-il, son ton glacial. Le cœur de Clara martelait contre ses côtes. Elle déglutit difficilement. « Les hommes dehors, je les ai entendus parler d'algorithmes. Ils essaient de forcer les anneaux à s'aligner en se basant sur les mathématiques. Mais regardez les écarts.
Elle pointa un doigt tremblant vers la sphère de tungstène. Les écarts entre les anneaux ne sont pas uniformes. Ce n'est pas un verrou numérique, monsieur. C'est un verrou à friction analogique. Il respire. Harrison la fixa. Pendant une seconde, elle pensa qu'il allait appeler la sécurité et la faire jeter dans la neige. Le silence s'étira, lourd et inconfortable. Il respire, répéta Harrison d'un ton monocorde. La serveuse pense que le coffre respire. Il s'agit de tension, dit Clara, sa voix gagnant un tout petit peu de force. Si vous essayez de forcer un verrou à friction, les goupilles internes se bloquent. Il est conçu pour combattre la résistance. Plus vous poussez fort, plus il se verrouille. Vous devez l'avoir, mais vous devez le laisser vous guider. Harrison laissa échapper un rire court et dur. Eh bien, c'est poétique. Peut-être que je devrais vous payer les 5 millions de dollars au lieu du Dr. Void. À ce moment-là, les portes de la bibliothèque s'ouvrirent en grand. Le Dr. Void et le serrurier Bennett rentrèrent, l'air rafraîchi et arrogant à nouveau. Monsieur Sterling, annonça le Dr. Void, ignorant Clara complètement. Nous avons une nouvelle théorie. Nous pensons que les symboles correspondent aux poids atomiques des gaz nobles. Si nous appliquons un champ magnétique localisé, Harrison regarda les experts. Puis il regarda Clara, qui se recroquevillait contre son chariot de nettoyage, terrifié d'avoir outrepassé ses limites. Il regarda l'horloge. 23h35. Il lui restait 25 minutes. L'idée du champ magnétique semblait absurde. Il regarda de nouveau Clara. Elle serrait son plateau, mais ses yeux étaient toujours fixés sur la sphère, l'analysant. « Sortez, dit Harrison à Voight. Voight cligna des yeux. « Monsieur, nous sommes prêts à procéder. »« Pas à vous, dit Harrison. Il pointa un doigt vers la porte, mais ses yeux étaient sur Clara. « Attendez dehors. Donnez-lui la pièce. » La file de ménage. Bennett le serrurier ricana, riant, incrédule. « Monsieur Sterling, soyez raisonnable. C'est une pièce de machinerie délicate, pas une assiette sale. » J'ai dit « sortez ». Harrison rugit, sa patience s'épuisant. « Je vous ai écouté pendant 10 heures, et je ne suis pas plus près d'ouvrir cette chose. Elle est la seule qui ait dit quelque chose qui ne ressemble pas à une manuelle. » Les experts devinrent 50 nuances de rouge. Murmurant des insultes, ils se retirèrent vers la porte, croisant les bras et observant avec des sourires condescendants blafards. Ils étaient prêts à regarder la serveuse échouer. Ils voulaient la regarder échouer. Harrison se tourna vers Clara. Il s'approcha et tira une chaise de la table. « Asseyez-vous, ordonna-t-il. »« Monsieur, je ne peux pas, murmura Clara. Si Henri me voit, je possède le bâtiment, je possède la société de restauration et je possède Henri, dit Harrison. Asseyez-vous. » Clara s'assit. Elle se sentait petite dans le massif fauteuil en cuir. La sphère était juste devant elle maintenant. De près, elle était d'une beauté terrifiante. « Vous avez dit qu'elle respire, » dit Harrison, se penchant sur la table, ses yeux intenses. « Montrez-moi. » Clara essuya ses paumes moites sur son tablier. Elle tendit la main, sa main rugueuse à force de frotter et d'eau froide, planait au-dessus du puzzle de 40 milliards de dollars. « J'ai besoin de silence, dit-elle doucement. Vrai silence. Harrison se tourna vers la porte où les experts chuchotaient. « Silence, commanda-t-il. » La pièce devint immobile. Clara ferma les yeux. Elle prit une profonde inspiration, écartant le milliardaire, les experts et la dette qui l'attendaient chez elle. Elle pensa à l'atelier de son père, à l'odeur d'huile et de chiure, au tic-tac de 1000 horloges. Elle plaça ses doigts sur les anneaux de métal froid. Le silence de la bibliothèque n'était plus vide. Il était lourd, pressant sur la pièce comme un poids physique. L'horloge grand-père dans le coin sonna le quart d'heure. Dong, dong, dong. 3h45, 15 minutes avant qu'Harrison Sterling ne perde tout. 15 minutes avant que le conseil d'administration ne dissolve l'héritage de son père et ne vende les restes aux plus offrants.
Clara Jenkins était assise sur le bord du fauteuil en cuir moelleux. Elle ne se pencha pas en arrière. Son dos était droit, sa posture rigide, apprise de longues années passées à travailler 12 heures sans se plaindre. Ses mains, encore rouges et gercées par l'eau bouillante du lave-vaisselle industriel, reposaient légèrement sur la sphère d'obsidienne. Depuis la porte, les experts observaient avec un mélange d'amusement et de mépris. « C'est une farce », murmura le docteur Voigt à Bennett assez fort pour que la pièce l'entende. « C'est une laveuse de vaisselle, pour l'amour de Dieu. Elle pense probablement qu'elle peut la tordre pour l'ouvrir comme un pot de cornichons. Je lui donne 2 minutes avant qu'elle ne pleure. » Bennett ricana, vérifiant sa Rolex. « Alors peut-être que Sterling nous laissera percer le noyau et récupérer le platine. » Harrison Sterling ne se retourna pas. Il se tenait près de la cheminée, ses yeux fixés sur les mains de Clara. Il avait misé toute sa vie sur une intuition. C'était un pari désespéré, insensé. Mais en regardant Clara assise là, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti de toute la nuit. De la curiosité. Clara ferma les yeux. Elle devait éteindre le monde visuel, la vue du milliardaire, la grandeur de la pièce, les regards jugeurs des hommes en smoking. Tout cela était du bruit. Elle devait exister seulement dans ses doigts. Elle prit une inspiration, la relâchant lentement. Inspirer, expirer. Elle se concentra sur la texture des anneaux de tungstène. À l'œil nu, ils étaient parfaitement lisses. Pour les scanners laser de Dr. Voigt, ils étaient mathématiquement sans défaut. Mais pour les doigts de Clara, qui avait mossé une vie entière à chercher des imperfections dans les ressorts de montres antiques. Le métal était un paysage. Elle pouvait sentir le grain microscopique de l'alliage. Elle pouvait sentir la différence de température entre le 3e anneau et le 4e. Le 3e anneau était plus froid. Pourquoi est-il plus froid? Pensa Clara, son esprit passant à la vitesse analytique qu'elle n'avait pas utilisée depuis qu'elle avait abandonné l'école d'ingénieur. Le froid signifie l'isolation. Il ne touche pas le noyau. C'est un leurre. Elle déplaça son pouce vers le 4e anneau. Il était plus chaud. Il était connecté au cœur du mécanisme. Elle appliqua la plus légère des pressions, moins que le poids d'une plume. Elle fit pivoter le 4e anneau vers la gauche. Un cri. Le son était atroce, un cri métallique aigu qui déchira la pièce silencieuse. Harrison tressaillit. Les experts à la porte éclatèrent de rire. Et voilà, claironna Bennett, s'avançant. Elle broie les engrenages. Éloignez-la avant qu'elle ne soude les goupilles. Sterling, elle le détruit. « Arrêtez !» cria le docteur Voigt, la panique montant dans sa voix. La chaleur de friction va déclencher le dispositif de sécurité d'acide. Elle va faire fondre la clé. Harrison fit un pas vers la table, son visage pâle. Clara n'ouvrit pas les yeux. Elle ne retira pas sa main. Elle ne tressaillit même pas au bruit. Elle continua de faire pivoter l'anneau à travers l'horrible grincement. « Laissez-la travailler », dit Harrison, bien que sa voix tremblât. Il leva une main pour empêcher les experts de se précipiter vers la table. « Êtes-vous fou ?» cracha Voigt. « Écoutez ce son, ça se brise. »« Ça ne se brise pas, » dit doucement Clara. Sa voix était calme, un contraste saisissant avec la cacophonie du métal. Elle ouvrit les yeux et regarda directement Harrison. Ça pleure. Harrison cligna des yeux. Quoi? Le grincement? Clara expliqua, sa main bougeant toujours lentement l'anneau. C'est conçu pour vous faire peur. C'est un dissuasif sonore. Votre père. Il savait que les hommes intelligents détestent les bruits laids. Il savait qu'un ingénieur entendrait ce grincement et s'arrêterait immédiatement parce qu'il pense endommager la machine. Elle sourit tristement, mais c'est juste une anche comme dans un saxophone, une anche en métal frottant contre l'anneau pour vous faire lâcher prise. C'est un bluff. Elle continua de tourner. Le grincement devint plus fort, plus perçant jusqu'à devenir presque insupportable. Les experts se couvrirent les oreilles. Bennett semblait prêt à la plaquer
et puis clic, un son si doux qu'il était à peine audible. Le grincement s'arrêta instantanément. Le quatrième anneau glissa en avant avec une douceur huileuse satisfaisante, se verrouillant à une nouvelle profondeur. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Clara retira sa main et essuya une perle de sueur de son front avec son épaule. « C'était la première couche, murmura-t-elle. La couche d'intimidation. » La mâchoire du docteur Voigt tomba. Il fit un pas en avant, ses lunettes glissant sur son nez. Ça est impossible. Les capteurs acoustiques ont indiqué une défaillance structurelle. Les capteurs se sont trompés, dit Clara, sa confiance grandissant. Elle n'était plus une serveuse. Elle était la fille de Tobias Jenkins, le meilleur horloger de Brooklyn. Les capteurs mesuraient le son, pas l'intention. La machine voulait que vous ayez peur. Harrison fixa la sphère. L'alignement avait changé. Les symboles sur le quatrième anneau brillaient maintenant d'une faible lumière bleue phosphorescente, une réaction au changement de pression interne. « Vous avez dégagé la coque extérieure », souffla Harrison. Il regarda Clara avec un mélange de choc et de respect naissant. « Comment saviez-vous » ? « Mon père, dit doucement Clara, regardant ses mains rugueuses. Il m'a fait une boîte à puzzle quand j'avais 10 ans. Elle criait quand on tournait de la clé. J'ai eu peur de l'ouvrir pendant une semaine. Il m'a dit que parfois les choses qui valaient la peine d'être possédées sont gardées par la peur. Si vous arrêtez parce que ça devient bruyant, vous ne méritez pas ce qu'il y a à l'intérieur. » Harrison sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était exactement quelque chose que son père, Archibald, aurait dit. Il regarda l'horloge. 23h49. « Vous avez 11 minutes, dit Harrison, sa voix intense. Pouvez-vous faire le reste? » Clara regarda la sphère. La coque extérieure n'était que le début. Les anneaux intérieurs tournaient d'eux-mêmes, maintenant alimentés par l'énergie cinétique qu'elle avait libérée. Ce n'était plus un puzzle statique, c'était une cible mouvante. « Je ne sais pas, ami Clara, la physique vient de changer. Ce n'est plus une serrure, c'est un gyroscope. » 5 millions de dollars, dit fermement Harrison. « Ouvrez-la et c'est à vous. Échouez et nous repartons tous les deux sans rien. » Clara prit une profonde inspiration. Elle ne se souciait pas des 5 millions de dollars. Pas vraiment. C'était trop d'argent pour le comprendre. Elle se souciait du puzzle. Elle se souciait que pour la première fois depuis des années, quelqu'un la regardait et s'attendait à de la grandeur, pas seulement à un autre café. « J'ai besoin d'un stéthoscope, » dit Clara. Harrison se tourna vers les experts. « En avez-vous un? »« J'ai un kit médical dans mon sac, » balbutia l'ingénieur thermique. « Allez le chercher, » aboya Harrison. Maintenant. L'ingénieur thermique, un homme nommé Peters, se précipita pour chercher son sac. Il revint quelques secondes plus tard, tendant un stéthoscope à Harrison, qui le passa à Clara comme s'il tendait une épée à un chevalier. Clara plaça les embouts dans ses oreilles. Le monde s'amortit. Le tic-tac de l'horloge grand-père s'estompa. Le murmure des experts devint un bourdonnement sourd. Elle plaça le diaphragme du stéthoscope contre la coque de tungstène froide de la sphère. Thrum, 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 thrum. Elle était vivante. À l'intérieur de la sphère, Clara pouvait entendre la danse complexe des engrenages, des goupilles et des échappements. Cela ressemblait à une ville en miniature. Mais il y avait autre chose. Une incohérence rythmique. Un saut dans le battement de cœur. Tic, tic, tac, tic, tic, tac. C'était une valse, une signature temporelle en 3/4 cachée dans un assemblage mécanique. Clara ferma de nouveau les yeux, laissant le rythme la prendre. La sphère tournait maintenant lentement sur la table, les gyroscopes intérieurs créant un centre de gravité qui se déplaçait constamment. Elle devait bouger avec elle. Elle plaça ses 2 mains sur la sphère. Ses doigts s'étalèrent sur les anneaux tournants. Elle ne se battait pas contre la machine. Elle dansait avec elle. Quand la sphère penchait à gauche, elle appliquait une pression à droite. Quand elle vibrait, elle la maintenait stable. « Qu'est-ce qu'elle fait? » murmura Bennett,
bien que le mépris ait disparu de sa voix, remplacé par une anxiété perplexe. Elle ne fait que la tenir. Elle stabilise le noyau, dit Harrison, les yeux rivés sur Clara. Il réalisa qu'il retenait son souffle. Les anneaux ne sont pas le verrou, le mouvement est le verrou. Clara était en transe. Son esprit revint à l'atelier minuscule de Brooklyn. Elle vit son père, Tobias, penché sur un établi, une loupe dans l'œil. Le métal a une mémoire, Clara, lui avait-il dit un jour, tenant un ressort moteur. Il se souvient du feu qui l'a forgé. Il se souvient du marteau qui l'a façonné. Si vous le traitez comme un poids mort, il sera lourd. Si vous le traitez comme une chose vivante, il vous parlera. Les doigts de Clara trouvèrent une petite indentation sur le 7e anneau, l'anneau principal. Donc, c'était le gardien de la chambre finale. La vibration remontant ses bras était intense. Elle lui faisait vibrer les os, ses muscles douloureux de la tension. Mais elle n'osa pas lâcher prise. Si elle lâchait prise maintenant, le gyroscope se déstabiliserait. Les goupilles s'en mêleraient et le verrou se réinitialiserait, ou pire, la fiole d'acide à l'intérieur se briserait. Elle devait trouver le point d'entrée. Un écart microscopique dans les anneaux tournants où les goupilles s'alignaient pendant une fraction de seconde. Là, elle le sentit, un minuscule frisson dans la rotation, un hoquet dans la valse. Cela se produisait toutes les 4 secondes. 1, 2, 3. Maintenant, elle tourna le 7e anneau brusquement vers la droite. Clac, la sphère tressaillit, la rotation ralentit. Une section de la sphère se rétracta, révélant une couche secondaire de cuivre et de verre. « Mon Dieu » souffla le docteur Voigt, « elle a contourné le moteur cinétique. » Harrison vérifia sa montre. 23h54, 6 minutes. Clara transpirait abondamment maintenant. Ses cheveux s'étaient échappés de son chignon, des mèches collées à son front. Son tablier était tordu. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux brûlaient d'une intensité terrifiante. Elle fixa la nouvelle couche. Sous le verre, elle pouvait voir des engrenages bouger, mais ce n'étaient pas des engrenages normaux. Ils étaient fluides. « Mercure », murmura Clara. La pièce devint froide. « Qu'avez-vous dit » demanda Harrison se penchant. « C'est un interrupteur au mercure » dit Clara, sa voix tremblant légèrement. « Un interrupteur à bascule au mercure multi-axe. Si j'incline cette sphère de plus de 3 degrés dans la mauvaise direction, le mercure complète le circuit et déclenche le verrouillage. » Les experts derrière eux haletèrent. « C'est impossible, » dit Peter. Archibald Sterling ne mettrait pas un interrupteur au mercure sur un coffre-fort portable. C'est trop instable. Il ne l'a pas conçu pour être déplacé, dit Clara, ses yeux balayant le liquide argenté qui coulait derrière le verre. Il l'a conçu pour être équilibré. C'est un test de stabilité. Elle leva les yeux vers Harrison. Ses yeux étaient grands ouverts. « Monsieur Sterling, je ne peux pas faire cette partie seule. Mes mains, elles tremblent. » C'était vrai. L'adrénaline, l'épuisement, la pression, ses mains tremblaient d'un fin tremblement incontrôlable. Si elle essayait de manipuler l'anneau final en tremblant, le mercure glisserait, le circuit se fermerait et ce serait fini. « J'ai besoin d'un stabilisateur, » dit Clara. « Je vais chercher une pince, » proposa Bennett, se précipitant vers son sac. « Non, » cria Clara. « Une pince est trop rigide. La vibration brisera le verre. J'ai besoin de mains humaines, d'un poids de vivant. » Elle regarda Harrison. « J'ai besoin de vous. » Harrison se figea. « Moi? Je ne sais pas comment faire ça. Je suis un homme d'affaires. » Clara. « J'ai juste signé les chèques. »« Je n'ai pas besoin que vous le résolviez, » dit Clara, sa voix ferme, autoritaire. « J'ai besoin que vous soyez mon encre. Mettez vos mains sur les miennes. » Harrison hésita. La barrière entre eux était immense. C'était un milliardaire en costume sur mesure. Elle était une serveuse en uniforme sale, mais l'horloge indiquait 23h56. Il marcha vers la table. Il se tint directement derrière sa chaise.
Il tendit la main et plaça ses grandes mains manucurées sur ses petites mains rugueuses. Ses mains étaient chaudes, fiévreuses. Les siennes étaient froides de peur. « Tenez-les immobiles, murmura Clarara. Ne poussez pas. Existez juste. Soyez lourd. » Harrison appuya doucement. Il sentit le tremblement dans ses mains. Il resserra sa prise, non pour écraser, mais pour soutenir. Il canalisa chaque once de sa volonté dans ses mains. Il pensa à son père. Il pensa à l'entreprise. Il pensa à l'échec qui l'avait hanté pendant 10 ans. « Stable », se dit-il, « soyez juste stable. » Sous le poids de ses mains, le tremblement de Clarara ralentit. Puis il s'arrêta. Sa force devint sa fondation. « D'accord, » murmura Clarara, « nous bougeons ensemble à mon compte. Nous devons faire pivoter l'anneau de cuivre contre la rotation du mercure lentement, si lentement que le liquide ne sache pas qu'il bouge. « Je suis avec vous », dit Harrison près de son oreille. Il pouvait sentir le léger parfum de savon à vaisselle et de vanille de ses cheveux. C'était la chose la plus apaisante au monde. « compta Clarara. Le mercure s'approcha dangereusement du point de contact. 2. Les experts retinrent leur souffle. Voix se rongeaient les jointures. 3. Ils tournèrent leurs mains à l'unisson. Une rotation lente et agonisante. Le mercure ondula. Il se déversa vers l'interrupteur de mise à mort. « Stable », siffla Clarara. Harrison ne respirait pas. Il figea ses muscles, devenant une statue. Le mercure hésita, titubant au bord de la destruction, puis recula. Clic, clic, clic. Une série de goupilles mécaniques se mirent en place, sonnant comme une cascade de dominos. L'anneau de cuivre se verrouilla. Le mercure s'écoula dans un réservoir caché. La sphère cessa de tourner. Elle resta parfaitement immobile sur la table. 23h58. « Est-ce ouvert ?» demanda Harrison, sa voix de cheval. Il n'osa pas retirer ses mains des siennes. Clarara fixa la sphère. Il y avait un dernier anneau, le plus petit, juste au sommet. Il était minuscule, de la taille d'une alliance, fait d'obsidienne pure. « Le saut final, » dit Clarara. Elle semblait épuisée. « Je ne connais pas la combinaison. Il n'y a pas de vibration ici. C'est mort-sang. Il doit y avoir un moyen, » dit Harrison frénétiquement. « 2 minutes, Clarara. Pense. » Clarara fixa l'anneau d'obsidienne. Il n'y avait pas de symbole dessus, pas de chiffre, juste une inscription en latin à peine visible. « Noli turbar taculos maios. » Ne dérangez pas mes cercles. Clarara traduisit Archimède. Elle regarda la construction. Ce n'était pas un verrou, c'était un bouton, mais ce n'était pas un bouton poussoir. C'est un scanner d'empreintes digitales, devina Harrison. A-t-il besoin de mon ADN? Non, dit Clarara. Votre père était de la vieille école. Il ne faisait pas confiance à l'électronique. Regardez le motif d'usure. Elle pointa l'obsidienne. Elle était parfaitement polie sauf un tout petit endroit qui semblait plus terne que le reste. C'est activé par la chaleur, réalisa Clarara. Mémoire thermique, mais il a besoin d'une température spécifique, d'une séquence de chaleur spécifique. Elle regarda les experts. Avez-vous essayé de le chauffer? Nous avons utilisé un chalumeau, dit Boite défensivement. Rien ne s'est passé. Trop chaud, dit Clarara. Il a besoin de chaleur corporelle, mais de qui? Harrison regarda l'horloge. 23h59. L'aiguille des secondes balayait le 12:50 secondes. Mon père, dit Harrison, le désespoir s'abattant sur lui. Il a besoin de sa signature thermique. Il est mort. C'est fini. Non, dit Clarara sèchement. Elle attrapa la main de Harrison et la retourna. Elle regarda sa paume, puis elle regarda la sphère. Il n'a pas construit cela pour lui-même, dit Clarara, son esprit s'emballant, connectant les points de la personnalité d'Archibald Sterling qu'elle avait reconstitué à travers sa machine. Il l'a construit pour vous. Il savait que vous seriez celui qui se tiendrait ici. Elle attrapa le pouce de Harrison. Mettez votre pouce sur l'apex maintenant. Ça ne marchera pas.
C'est codé pour lui. Faites confiance à la machine, cria Clara. Faites confiance à votre père. Faites-le. Harrison plaqua son pouce sur l'anneau d'obsidienne. 11h, 5h30. Rien ne se passa. La sphère resta froide. Ça ne marche pas, grogna Harrison, sa tête tombant. Attendez, murmura Clara. Elle plaça sa main sur la sienne. Vous êtes froid, vous avez peur, vous avez besoin de chaleur. Elle pressa sa paume sur sa main, piégeant la chaleur de son corps contre sa peau, réchauffant l'obsidienne à travers lui. Ensemble, murmura-t-elle. 11h15. L'anneau d'obsidienne commença à luire. Une douce lumière ambrée pulsa sous le pouce Harrison. La chaleur de la main de Clara, combinée à celle de Harrison, avait atteint le seuil critique. 11h50. La sphère commença à ronronner. Un son profond et résonnant qui fit trembler la table. 11h55. Crac! Le son fut comme un coup de tonnerre. La sphère se fendit en son milieu. Le son de la sphère s'ouvrant n'était pas un grincement mécanique. C'était un soupir alors que l'horloge grand-père dans le coin commençait son premier coup lourd de minuit. Dong! Les deux moitiés de la coque de tungstène tombèrent comme les pétales d'un lotus noir en fleurs. Elles ne touchèrent pas la table. Elles planèrent juste en quelques millimètres au-dessus de l'acajou, suspendues par les derniers vestiges du champ magnétique. Harrison Sterling et Clara Jenkins restèrent figés, leurs mains toujours jointes au-dessus du mécanisme ouvert, leur souffle se mêlant dans l'air froid de la bibliothèque. À l'intérieur de la coque, il n'y avait pas d'ordinateur complexe, pas de clavier, pas de grille laser. Niché dans un lit de velours bleu écrasé se trouvait un simple cylindre de laiton non décoré et posé dessus une fine carte rectangulaire en platine brossée. La clé. Harrison la fixa. Pendant 10 ans, il avait craint cet objet. Il avait craint la responsabilité qu'il portait. Il avait craint le test que son père lui avait fixé. Et maintenant, grâce à la serveuse tremblante à ses côtés, il était là, inoffensif et silencieux. « Vous l'avez fait », murmura Harrison. Les mots semblaient inadéquats. Il regarda Clara. Elle était pâle, sa poitrine se soulevant alors qu'elle haletait pour respirer. L'intense concentration qu'il avait possédée quelques instants plus tôt s'était évaporée, la laissant paraître petite et fragile à nouveau. Elle retira sa main de la sienne comme si elle avait été brûlée, se réfugiant dans la coquille protectrice de sa servitude. « Je devrais nettoyer ça, » marmonna-t-elle, ses yeux fuyant vers le sol. Elle semblait terrifiée, comme si elle venait de casser un vase inestimable plutôt que de sauver un empire. « N'osez pas toucher à quoi que ce soit. » La voix du docteur Voigt coupa le silence comme un couteau dentelé. Le sort fut brisé. La pièce fut inondée de bruit. Les experts qui avaient été stupéfaits dans le silence se précipitèrent soudainement en avant, leurs égaux blessés et se bousculant pour prendre pied. « Reculez !» aboya Voigt à Clara, la dépassant pour atteindre la table. Il tira une loupe de sa poche, ses yeux écarquillés d'une faim maniaque et jalouse. Le mécanisme, c'est un hybride fluide, dynamique. J'étais sur le point de suggérer le déclencheur thermique. J'avais l'équation dans ma tête. « Vous n'avez rien entendu, » dit Harrison. Sa voix était basse, mais elle arrêta Voigt net. Harrison tendit la main dans la sphère et ramassa la carte de platine. Il la tint à la lumière. Elle était réelle. La clé cryptographique de 40 milliards de dollars. Il vérifia sa montre. 0h15. Il avait gagné. Mais alors il remarqua autre chose à l'intérieur de la sphère. Sous l'endroit où la carte avait reposé, il y avait un morceau de parchemin plié. Il était jauni par l'âge. La main de Harrison trembla alors qu'il le ramassait. « Monsieur Sterling », l'interrompit Bennett le serrurier, essuyant la sueur de son front. « Techniquement, mon équipe a desserré les goupilles primaires. La fille, elle a juste appliqué le couple final. Nous devrons discuter de l'ajustement des frais. Le contrat stipule. » « Silence !» ordonna Harrison. Il ne leva pas les yeux. Il déplia le parchemin.
C'était une note manuscrite d'Archibald Sterling. L'écriture était irrégulière, écrite par un homme dont les mains le trahissaient. Mon fils, si tu lis ceci, tu n'as pas utilisé de perceuse, tu n'as pas utilisé de laser. Et te connaissant, tu ne l'as probablement pas fait seul. Tu as toujours été têtu, Harrison. Tu pensais que la force consistait à rester seul. J'ai construit cette sphère pour t'apprendre que les structures les plus solides sont celles qui peuvent fléchir. La chaleur qui a ouvert cette serrure n'était pas seulement de l'énergie thermique. C'était de la confiance. Ne construis pas un mur avec ton héritage. Construis un pont, papa. Harrison sentit une boule se former dans sa gorge, dure et douloureuse. Il avait passé la dernière décennie à construire des murs d'argent, des murs de sécurité, des murs d'arrogance. Et en une nuit, une fille avec des lunettes scotchées les avait traversés comme s'ils n'étaient même pas là. Il leva les yeux, la cherchant dans la pièce. « Où est-elle? » demanda Harrison. Les experts regardèrent autour d'eux, confus. « La fille, » dit Harrison, sa voix montant. « Clara, où est-elle? » Elle était partie. Les lourdes portes en chêne de la bibliothèque se refermaient. Pendant que les experts réclamaient du crédit et que Harrison lisait les derniers mots de son père, Clara Jenkins s'était éclipsée, emportant son chariot de vaisselle sale avec elle. Elle était retournée à l'invisibilité qu'elle connaissait si bien. Clara ne courut pas. Courir attirait l'attention. Elle marcha vivement, la tête baissée, poussant le lourd chariot de service dans le long couloir moquetté de l'étage du penthouse. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Qu'est-ce que je viens de faire? » pensa-t-elle, la panique montant dans sa gorge. « Je l'ai touché. J'ai crié sur un milliardaire. J'ai enfreint le protocole. » Elle atteignit l'ascenseur de service et appuya sur le bouton à plusieurs reprises. « Allez, allez, » murmura-t-elle. Elle avait besoin de descendre. Elle avait besoin de retourner au bruit et à la vapeur de la cuisine. Ici, dans le silence et le luxe, elle se sentait exposée. Elle se sentait comme une fraude. L'ascenseur tinta et s'ouvrit. Elle poussa le chariot à l'intérieur et appuya sur le bouton pour le sous-sol. Alors que les portes se refermaient, elle appuya son front contre la paroi métallique froide et ferma les yeux. Ses mains tremblaient encore. Elle pouvait encore sentir la vibration fantôme de la sphère, le bourdonnement du mercure, la chaleur de la main de Harrison Sterling contre la sienne. Ce fut le moment le plus terrifiant et le plus exaltant de sa vie. Pendant 3 minutes, elle n'avait pas été Clara, la serveuse avec la mère malade et les dettes croissantes. Elle avait été Clara, l'ingénieur. Elle avait été utile. Elle avait été brillante. Mais la descente fut un retour à la réalité. Ding, sous-sol. Les portes s'ouvrirent sur la zone de quai de chargement, contournant la cuisine principale. Clara navigua à travers le labyrinthe de caisses et de sacs de linge jusqu'à ce qu'elle atteigne le vestiaire du personnel. C'était une pièce en béton sombre qui sentait l'eau de Javel et la laine humide. Elle retira son tablier, ses doigts s'emmêlant dans le nœud. Elle voulait juste rentrer chez elle. Elle voulait s'asseoir dans son petit appartement, écouter le radiateur siffler et faire comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Jenkins. Henry, le gérant de la restauration, fit irruption dans le vestiaire. Son visage était un masque de fureur. Clara se figea, serrant son manteau. « J'ai fini la bibliothèque, chef. Je pointais juste. »« Pointez, » ricana Henry. Il marcha vers elle, envahissant son espace personnel. « Je viens de recevoir un appel de la sécurité. Ils ont dit qu'il y avait un dérangement dans le penthouse. Ils ont dit que les experts criaient. Vous étiez là-haut, n'est-ce pas? » Je devais nettoyer, balbutia Clara. « Je vous ai dit d'être invisible, » hurla Henry, sa salive atterrissant sur sa joue. « Je vous ai dit de ne pas embarrasser cette entreprise. Savez-vous qui sont ces hommes? Ce sont les meilleurs du monde. Et vous? Vous êtes une laveuse de vaisselle qui ne peut même pas s'offrir de nouvelles chaussures. » Il pointa un doigt tremblant vers la porte. « Vous avez fini. Sortez. Ne vous donnez pas la peine de revenir pour le service du nouvel an. Vous êtes virés. »
Clara sentit le sang quitter son visage. « Henri, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce service. Les médicaments de ma mère. »« Pas mon problème, » cracha Henri. « Laissez votre badge, allez. » Clara Arara resta là, la cruauté du moment l'envahissante. Elle venait de sauver la fortune d'Harrison Sterling. Elle avait résolu un puzzle que 25 génies n'avaient pas pu craquer, et sa récompense fut d'être virée dans un sous-sol par un homme qui volait les pourboires du pot. Elle ne se battit pas. Elle n'avait plus d'énergie. Elle plaça son badge nominatif en plastique, Clara Arara, sur le banc métallique. Elle mit son mince manteau, serra son écharpe et sortit par la porte arrière dans le blizzard. Le froid la frappa comme un coup physique. Le vent hurlait dans l'allée. Un démon était transperçant son manteau usé. Il était 0h15 le matin de Noël. Elle commença la longue marche vers la station de métro. La neige était profonde jusqu'aux chevilles. Ses ballerines furent instantanément trempées. Elle avait marché environ 2 pâtés de maison, la tête baissée contre le vent, quand une paire de phares coupa la neige tourbillonnante. Un SUV noir rampa dans la rue, se déplaçant lentement, chassant. Clara continua de marcher, serrant son sac contre sa poitrine. Le SUV s'arrêta à ses côtés. La vitre descendit. « Montez », dit une voix. Ce n'était pas Harrison. C'était un agent de sécurité, un homme corpulent, au visage calleux. Clara s'arrêta. « Je n'ai rien volé. Vous pouvez vérifier mon sac. »« Monsieur Sterling veut vous voir, » dit le garde. « Je suis viré, » cria Clara par-dessus le vent. « Henri m'a viré. Dites à Monsieur Sterling que je suis désolé d'avoir perturbé sa réunion. » Elle se retourna pour continuer à marcher. Soudain, la porte arrière du SUV s'ouvrit en grand. Une silhouette sortit dans la neige. Il ne portait pas de manteau, juste son costume de smoking. Le vent fouettait sa cravate autour de son cou et la neige commença immédiatement à humidifier sa chemise coûteuse. C'était Harrison Sterling. « Clara !» cria-t-il. Clara s'arrêta. Elle se retourna, protégeant ses yeux de la neige. « Rentrez !» cria-t-elle en retour. « Vous allez geler. » Harrison marcha dans la gadoue, ruinant ses chaussures en cuir italien. Il s'en fichait. Il marcha droit vers Delphine, tremblant violemment, ses cheveux déjà blancs de flocons de neige. « Vous êtes parti, » dit-il, ses dents claquant. « J'ai fini mon travail, » dit Clara, sa voix tremblante. « Et ensuite j'ai été viré pour ça. Alors, si vous êtes ici pour me crier dessus, aussi, finissons-en. » Harrison la regarda. Il regarda sa forme mouillée et tremblante, ses lunettes cassées, la défiance dans ses yeux qui masquaient un épuisement profond et intense. « Viré », répéta Harrison. Un regard sombre traversa son visage. Un éclair du PDG impitoyable qu'il était connu pour être. Mais il n'était pas dirigé vers elle. « Nous nous occuperons de Henri plus tard. » Il tendit la main et prit son bras. « Montez dans la voiture, Clara. » Non, elle se dégagea. « Je ne peux pas. Je n'appartiens pas à votre monde, Monsieur Sterling. Vous avez votre clé. Vous avez votre entreprise. Laissez-moi juste rentrer chez moi. »« Je ne peux pas faire ça, » dit Harrison. Il s'approcha, bloquant le vent avec son corps. « Vous avez ouvert le coffre, Clara, mais vous n'avez pas fini le travail. »« De quoi parlez-vous? » »« Le parchemin, » cria Harrison par-dessus une rafale de vent. « Mon père a laissé des instructions. La sphère n'était pas juste une serrure, c'était un entretien. » Clara le fixa, confuse. « Un entretien, pourquoi? » « Pour la personne qui pourrait comprendre comment cela fonctionnait, » dit Harrison avec intensité. Il savait que je ne pouvais pas l'ouvrir seul. Il savait que j'engagerais les meilleurs hommes et il savait qu'ils échoueraient parce qu'ils manquent d'imagination. Il cherchait la personne qui écouterait de la machine. Harrison essuya la neige mouillée de son visage. « Vous n'avez pas juste sauvé mon entreprise, Clara. Vous avez prouvé que vous êtes la seule personne sur cette planète qui pense comme Archibald Sterling. » Il tendit la main. « S'il vous plaît, montez juste dans la voiture.
Je ne vais pas vous laisser marcher jusqu'à Queens dans un blizzard. Si ce n'est pas pour un travail, alors comme une faveur à l'homme dont vous venez de sauver la vie. Clara regarda sa main, puis elle regarda l'intérieur chaud et accueillant du SUV. Elle ne sentait plus ses orteils. Elle hocha lentement la tête. Harrison ne lui ouvrit pas seulement la porte. Il enleva sa veste de costume et la drapa sur ses épaules. Elle était lourde, chaude, et sentait le parfum coûteux et la fumée de bois. Alors qu'ils montaient sur la banquette arrière, le conducteur démarra, laissant l'allée enneigée derrière eux. « Où allons-nous » demanda Clara, ses dents claquant alors que le chauffage de la voiture la soufflait. Harrison la regarda, ses yeux sérieux. « Nous retournons à la bibliothèque, dit-il. Les experts sont toujours là. Ils réclament un paiement, et je veux que ce soit vous qui leur disiez exactement pourquoi ils ne recevront pas un sou. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Moi, je ne peux pas leur parler. Ce sont des doctorants. Ils sont célèbres. » Harrison sourit, et pour la première fois cette nuit-là, c'était un sourire authentique. Il atteignit ses yeux. « Ce sont des techniciens, Clara. Vous êtes une ingénieure. Ce soir, vous allez apprendre la différence. » Les portes de la bibliothèque s'ouvrirent avec une violence qui fit sursauter la pièce. Les 25 experts qui avaient passé les 20 dernières minutes à rédiger des factures et à siroter le brandy de réserve Harrison se turent. Harrison entra, la neige fondant sur ses épaules. À ses côtés marchait Clara. Elle portait toujours son uniforme de restauration, mais elle était drapée dans la veste de smoking d'Harrison, et sa tête était tenue haute. « Monsieur Sterling, » commença le Dr. Voigt, s'avançant avec un sourire forcé. « Nous discutions justement des honoraires de consultation. Étant donné la complexité de la phase de desserrage initiale que nous avons effectuée, nous estimons qu'un paiement intégral est justifié. » Harrison marcha vers le chef de la table. Il ramassa la carte clé en platine et la frappa rythmiquement contre la sphère d'obsidienne ouverte. « Il n'y aura pas de paiement, » dit calmement Harrison. « Excusez-moi, bégaya Bennett. Nous avons des contrats. »« Lisez les petits caractères, » dit Harrison. « Clause 4, section B. Le paiement est subordonné au déverrouillage réussi du mécanisme. Vous ne l'avez pas déverrouillé. Elle l'a fait. » Il désigna Clara, voix ricana, ajustant ses lunettes. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est une femme de ménage. Elle a eu de la chance. Elle a deviné. » « Elle n'a pas deviné, » dit Harrison, sa voix durcissant. « Elle a écouté. Vous avez tous regardé cette sphère et y avez vu un obstacle à conquérir. Elle l'a regardé et y a vu un système à comprendre. Mon père n'a pas construit ce coffre-fort pour protéger son argent des voleurs. Il l'a construit pour protéger son héritage des gens comme vous. » Harrison se tourna vers Clara. La pièce regarda stupéfaite le milliardaire sortir un document plié de sa poche de poitrine, le contrat concernant la future division R&D de l'entreprise. « Clara, » dit Harrison, ignorant les bouches ouvertes des doctorants. « La note de mon père disait que c'était un entretien. Vous êtes la seule personne qui a réussi. Sterling Heavy Industries a besoin d'un nouveau chef d'ingénierie de prototype. Le salaire est de 300 000 par an, plus des avantages médicaux complets pour votre famille à effet immédiat. » Les genoux de Clara faillirent en céder. « Monsieur Sterling, je n'ai pas fini mon diplôme. »« Je me fiche de votre diplôme, » sourit Harrison. « Je me soucie de votre esprit. Acceptez-vous » Clara regarda les experts. Ils semblaient petits maintenant, insignifiants. Puis elle regarda la sphère, la belle machine complexe qui avait changé sa vie. « Oui, » murmura-t-elle, « j'accepte. » Harrison hocha la tête, il prit son téléphone et composa un numéro. « Sécurité, escortez ces messieurs hors de la bibliothèque et passez par la cuisine. Dites à Henri qu'il est viré pour faute grave. Escortez-le dehors aussi. » Alors que les gardes de sécurité rassemblaient les experts protestataires dehors dans la nuit froide, la bibliothèque redevint silencieuse. Clara s'approcha de la sphère. Elle passa sa main sur le tungstène froid une dernière fois. «
Ce n'était plus une prison. C'était une porte ouverte. Dehors, le blizzard faisait rage. Mais pour la première fois depuis des années, Clara n'avait pas froid. Et c'est l'histoire de comment une serveuse avec des trous dans ses chaussures a déjoué les plus grands esprits du monde. Harrison Sterling tint sa promesse. Clara Jenkins non seulement sauva l'entreprise, mais elle la révolutionna aussi, menant une nouvelle ère d'ingénierie centrée sur l'humain dont Archibald Sterling aurait été fier. Sa mère reçut les meilleurs soins que l'argent pouvait acheter et vécut 10 autres années heureuses. L'histoire du coffre Sterling reste une légende à Wall Street. Elle sert de rappel permanent que le vrai génie ne dépend pas de ce que vous savez ou de la force avec laquelle vous pouvez crier. Il s'agit d'être assez silencieux pour entendre ce que tout le monde manque. Alors que les experts tentaient de forcer le monde à se plier à leur volonté, Clara lui tint simplement la main et lui demanda de danser. Avez-vous déjà été sous-estimé par des gens qui se croyaient plus intelligents que vous? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de rédemption, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans